bonjour à tous. Je prends quelques secondes avant cette interview pour vous parler de mon partenaire sur cette vidéo, Live Mentor, qui est le premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. Nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance et l'an dernier en France, 900 000 personnes ont créé une entreprise pour vivre de leur passion. Plus de 20 000 personnes ont déjà été accompagnées par Live Mentor dans leur projet professionnel, que ce soit pour créer une entreprise ou pour gagner en visibilité, en tant qu'indépendant, thérapeute, artiste, coach, etc. Alors, comment ça se passe concrètement? Pendant 3 mois, un mentor expert vous accompagne pas à pas et en plus des cours pratiques, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs pour développer votre réseau. Spécialement pour la communauté de la psychologie pour tous, Live Mentor vous offre une formation gratuite en ligne, 5 cours pour développer son projet dans le secteur du bien-être. Vous y apprendrez à définir une stratégie de lancement efficace pour votre entreprise, à débuter une stratégie de communication pertinente pour générer chaque mois du chiffre d'affaires, et vous découvrirez également les secrets de projets qui ont décollé dans tous les secteurs d'activité, freelance, e-commerçant, artistes, thérapeutes ou coach. Alors pour vous inscrire à cette formation gratuite, vous pouvez cliquer dans le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran ou dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et maintenant, place à l'interview. Isabelle, tu es journaliste culture chez France Télévisions, artiste, coach, conférencière et autrice du livre « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol. Dans cet ouvrage très pragmatique, tu donnes différentes clés pour atteindre ses rêves, ainsi que des exercices très concrets pour nous aider à y parvenir. Tu es d'ailleurs la preuve vivante que l'on peut atteindre ses rêves, car tu as aujourd'hui la vie dont tu rêvais. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais finalement et comment tu as réussi à partir de là à créer la vie dont tu rêvais? Comment tu as réussi finalement à toujours y croire? Parce que quand on est petit, on peut aussi se dire « c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais » et ne même pas essayer. Mais en fait, quand j'étais petite, moi j'étais dans une famille assez dysfonctionnante et j'étais vraiment un enfant qui n'était pas bien dans sa peau, qui ne se sentait pas aimé, qui ne se sentait pas à sa place. J'avais l'impression de venir d'une autre planète. Mais je remercie vraiment tout ça parce que je n'ai eu d'autre choix que de chercher une lumière à l'horizon, un phare à l'horizon. Et c'est là que j'ai rencontré très jeune l'idée des rêves. Avoir un rêve. Les rêves, finalement, ils sont venus à moi grâce à la télévision. C'est pas pour rien que je suis journaliste à la télévision parce que ça m'a un peu sauvé la vie. C'est-à-dire que grâce à la télévision, j'ai vu des gens qui vivaient des choses incroyables, des familles qui s'aimaient, des aventuriers. J'ai vu des artistes. Moi, je suis artiste. Et je me suis dit, mais le monde, c'est ça aussi. Et du coup, je me suis dit, plus tard, je serai heureuse et je ferai ça. Je me suis accrochée à ça. Et puis, depuis toute petite, moi qui étais mais tellement timide et tout, il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai toujours tenté, essayé. J'avais peur, par exemple, aller acheter du pain à la boulangerie me terrorisait. Mais j'avais la conscience qu'il fallait que je m'oblige. Je prenais mon courage à deux mains et petit à petit, j'ai repoussé. Alors ça paraît rien, mais quand on le vit, c'est tout en fait, c'est incroyable. Et donc au fur et à mesure, j'ai repoussé les limites, repoussé. Et donc finalement, je me suis rendu compte d'étape en étape que c'était possible. Et voilà, et puis de fil en aiguille, en s'accrochant à ses rêves et en travaillant pour, et c'est vraiment tout l'objet du livre, c'est de petites actions qui sont vraiment accessibles. En petites actions, eh bien, on ouvre un chemin, ça nous encourage, ça nous donne la force, ça nous aussi donne un tout petit peu de confiance au fur et à mesure. Et c'est là qu'on peut finalement déployer ses ailes et changer son destin. Et tu l'as dit, j'en suis la preuve vivante, quoi. Petite question pour revenir justement à ton enfance. Qu'est-ce qui fait, parce que donc a priori c'est pas ton environnement familial, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, que tu as fait le premier pas de te dire c'est possible? Parce qu'il faut un premier pas et puis ensuite on en fait un deuxième, un troisième. Alors je pense que je n'avais pas d'autre choix que de trouver quelque chose de positif dans ma vie. Je pense que je me suis réfugiée dans le fait de chanter, danser, jouer et je me rappelle toute petite, je m'inventais une vie. Je me disais, ben voilà, je suis telle personne et je me faisais comme un petit plan, ben là je vais partir. Et je partais sur, j'avais des jardins, des champs derrière chez moi et j'inventais être quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je suis aussi chanteuse, danseuse, comédienne, c'est que ça m'a sauvé la vie et que cet univers-là, ça a été des ressources. Et donc finalement, je me suis transportée dans ces univers
Et ça m'a fait du bien, mais je pense vraiment que les premières choses qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'y aille et tout, c'est finalement de poser ces petites actions, comme aller à la boulangerie, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'inconscience aussi, c'est de ce rêve-là, se dire ok, je vais réaliser mes rêves et c'est en croyant à ça, en me disant que c'était possible, cette inconscience-là, hein, parce que moi je viens de Belgique, j'ai grandi en Belgique, en France, il y a beaucoup de c'est pas possible. Et moi petite, j'avais pas cette culture du c'est pas possible. Et il y a peut-être une inconscience de se dire c'est possible, mais plongeons-y. Et finalement, moi je me dis aujourd'hui, quand on me dit c'est pas possible, je réponds aujourd'hui, on est allé sur la Lune en fait. Donc ton petit truc là, par rapport au fait d'aller sur la Lune, c'est rien. Donc je pense que ça va quand même être possible. Ça prendra peut-être du temps, il va peut-être falloir travailler, apprendre des choses, changer nos façons de faire, mais tout est possible. Donc il n'y a pas eu un élément déclencheur principal. Il y a eu quand même des petites rencontres. Là, je pense à une rencontre avec une dame qui un jour, c'était un tournage. Moi, j'étais fascinée par les tournages et j'étais ado à ce moment-là. Et j'ai une amie qui m'avait invitée à une fête de tournage, dernier tournage, et je me retrouve à une table avec des gens que je ne connais pas, loin de mon amie, et j'étais hyper timide. Donc, je n'osais parler à personne et j'entends une voix, mais je me rappelle, c'était sur ma droite, une dame d'un certain âge, blonde, que je ne connais pas, qui me dit « Tu ne parles pas ?» Et là, je fais « Je suis timide. » Mais pardon, je répétais « Je suis timide. »« Ah, tu es timide ?»« Oui. » Et puis, elle me dit « Tu sais, je vais te donner un conseil. Les gens, en fait, ils adorent parler d'eux. Si tu ne sais pas quoi leur dire, pose-leur des questions. Et tu verras qu'ils seront hyper contents d'avoir quelqu'un pour les écouter parce qu'il n'y a pas grand monde qui écoute. » Je fais « Ok, merci. » Je suis replongée dans mon assiette. Mais j'ai mis ça en pratique dès le lendemain. Et là, très vite, je me suis rendu compte que, effectivement, je savais quoi dire aux gens, moi qui ne trouvais de place nulle part, et surtout que ça m'intéressait. Et à force d'écouter, je commençais à ressentir, à comprendre, du coup, à faire une écoute plus active, où je posais des questions, où je leur permettais de réfléchir. C'est un peu du pré-coaching, on va dire. Et finalement, ça m'a mené à me dire, mais en fait, ça m'intéresse vraiment de poser des questions et d'écouter les gens. Et du coup, ça m'a mené à faire des études de journalisme. Et puis, ça m'a mené plus tard à faire du coaching parce qu'à force d'écouter tout mon entourage, etc., et finalement d'être la personne à qui on vient se confier et de bons conseils, etc., un jour, je me suis dit, ouais, mais j'ai quand même une responsabilité pour avoir lu beaucoup de livres de développement personnel et de psychologie aussi à l'époque. Je me suis dit, mais j'ai quand même une responsabilité sur ce qu'on va échanger. Et du coup, j'ai fait mes études de coaching aussi. Mais finalement, ce petit moment-là où cette dame, pour moi, c'est un ange qui est passé dans ma vie pour me dire ce que j'avais besoin d'entendre. Je ne sais pas qui c'est et je la reverrai sans doute jamais dans ma vie. Eh bien, ce moment-là, il a été quand même décisif, mais je l'ai mis en pratique. C'est comme on peut lire tous les livres de développement personnel du monde et écouter toutes les meilleures pensées et penseurs du monde. Si on ne met pas en pratique, on l'oublie. Donc voilà, c'est pour ça que dans le livre, il y a des exercices partout. Et des exercices très simples à faire, parce que si c'est trop dur, on ne va pas le faire, c'est normal, qui s'implémentent facilement dans notre quotidien, etc. Agir. D'ailleurs, mon slogan de coaching, c'est « l'action, c'est la solution ». Voilà, agir, pas n'importe comment, petit à petit, tous les jours. Voilà, une action par jour, en forme toujours, hein, mes petites phrases, j'adore. Alors justement, on va revenir un peu plus dans le livre. La première étape que tu proposes, c'est de faire le bilan de sa vie de manière très concrète, très factuelle, dans différents domaines, donc avec une espèce de petit diagramme, on va dire. La roue de la vie. C'est ça, et de se reconnecter à ses rêves. Alors comment on fait ça et comment on peut identifier de manière lucide, sans se raconter d'histoire, ce qui nous empêche finalement de réaliser nos rêves? Quels sont les domaines qu'on n'arrive pas à combler, on va dire? Oui, alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, pourquoi finalement on est né, si on utilise les grandes formules. Moi, je pense vraiment qu'on a tous quelque chose d'unique, logique, et qu'on est là pour développer ça, le partager. C'est ça qui va nous épanouir, mais c'est ça qui va aussi enrichir le monde. Si on est tous des moutons, franchement, ça ne sert à rien d'être sur cette terre. On a tous cette unicité à offrir. Mais c'est quoi?
Parce que l'éducation, le formatage de nos parents, même pour notre bien, hein, c'est pas méchant, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont, de nos éducateurs, mais le formatage aussi de la société, les magazines, les films américains et tout ça, et nos croyances personnelles qu'on crée par rapport à ce qu'on croit, qu'on attend de nous, vont faire que finalement tout ce qui est essentiel en nous, ça va être remis tout en bas et par-dessus, il y a des tas de choses qui vont venir dans notre esprit, qui vont faire en sorte qu'on va prendre des décisions et choisir notre vie, mais c'est pas nous en fait. Mais c'est pas nous. Et c'est horrible, je trouve, de se dire que je vais vivre une vie qui n'est pas la mienne en fait. Non, 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 non. C'est pas possible un truc pareil. Alors, il y a des gens, ils sont faits pour ce qu'ils ont choisi, inconsciemment ou pas, ça leur correspond. Mais il y a beaucoup de gens, ça leur correspond pas. Donc comment on fait? Eh bien l'idée, c'est tout le travail du livre évidemment, c'est de se reconnecter à soi, il y a des tas d'exercices pour ça. Mais déjà, sur le premier chapitre, il y a des tas d'exercices où on va essayer de se reconnecter quand on était petit. Moi, quand j'étais petite, je chantais, je dansais, je jouais et je présentais des programmes dans ma chambre. J'apprenais les programmes par cœur et je les présentais, je faisais la présentatrice. C'est un truc de fou. Et en fait, on va déjà aller mener cette enquête. Qu'est-ce qui, dans notre enfance, émergeait? Qu'est-ce qui nous passionnait? Qu'est-ce qui nous passionne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant des heures sans voir le temps passer? Qu'est-ce qu'on ferait, qu'on payerait même pour faire ça comme métier? Parce que c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Il y a plein de questions à se poser qui vont faire émerger aussi, réfléchir à ce qu'on a déjà fait dans notre vie. Quelles sont les activités, métiers ou autres dans lesquels on s'est le plus éclaté jusqu'à aujourd'hui? Des tas de choses comme ça. Qu'est-ce qui, quand on voit quelqu'un le faire, on se dit mais j'aimerais trop être à sa place. Pas parce qu'il est connu, riche, valorisé, pour ce qu'il est en train de faire et de vivre. Voilà, il y a des tas de questions comme ça qu'on peut se poser et qui vont nous permettre de prendre conscience de choses qui sont en nous, sauf qu'elles sont en dessous du gros tas de choses qui ne nous appartiennent pas. Et parfois, une petite idée qui revient à nous, qu'on savait mais finalement qu'on avait oublié, peut changer. C'est comme les dominos en fait. Ça crée toute une cascade de réactions qui font qu'on va s'ouvrir et aller vers un endroit qui va beaucoup plus nous ressembler. Et après, pourquoi on n'y va pas? Déjà, il y a des gens qui ne vont pas vers un rêve qu'ils ont déterminé parce que ce n'est pas leur vrai rêve. Donc en fait, à la première déconvenue, ils vont arrêter. Ou parce que ça fait bien de faire ça, ou parce qu'on leur a dit tu dois... Voilà. Et puis il y a aussi les peurs qui vont faire que le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas y arriver, la peur d'y arriver et de se dire oh là là, mais peut-être que je ne verrai plus ma famille ou je vais gagner de l'argent, mais non, parce que j'ai une croyance négative envers l'argent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il faudrait, je pense, des heures pour aller creuser dans tout ça. Mais donc, finalement, on parle de croyances. Toutes ces choses qui sont en nous, qui ne nous appartiennent pas et qui vont faire qu'on ne va pas être nous-mêmes et qu'on va s'empêcher de vivre la vie à laquelle on aspire, qui nous correspond et qui nous rendrait heureux, dans laquelle on pourrait vraiment s'épanouir. Après, rien n'est jamais, il n'y a pas de vie idéale, facile, parfaite, où tout à coup tu es dans ton domaine de vie et ça y est, il n'y a pas de difficulté. Non, mais ça veut dire que quand tu as trouvé ça, mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu as la niaque, tu as la pêche et tu sais que ce que tu fais, c'est essentiel pour toi et que ça a un sens et que tu es fait pour ça. Et donc, tout devient beaucoup plus simple et que même si tu ne sais pas où tu seras dans 5 ans, ton rêve ou cet objectif ou cette envie, cette chose essentielle pour toi va te montrer le chemin naturellement et ça va venir et tu sentiras. Est-ce que tu penses que tout le monde a ce... Parce que quand tu parles, on voit que tu es transporté, on sent la passion. Est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir cette espèce d'élan que tu as très fort ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui finalement n'ont pas de rêve et n'en auront jamais? Alors moi je pense que tout le monde a quelque chose, au moins une chose, mais potentiellement plusieurs aussi, pour lequel il ou elle est fait ou faite. Il y a des gens, et je l'ai vraiment expérimenté, j'ai enquêté, qui m'ont dit non, pour moi les rêves ça n'existe pas, c'est dans les films américains. Et puis quand on va un petit peu creuser, par exemple moi j'ai une copine qui m'a dit ça un jour, j'ai dit ok, on a creusé et je me suis rendu compte qu'elle avait eu un rêve et que en fait il y a eu un accident qui a fait que sous cette forme-là, en fait elle était danseuse dans un grand ballet, sous cette forme-là, cet accident a fait qu'elle ne pouvait plus danser. Et du coup, elle a fermé ça, elle a tout arrêté, elle n'a plus jamais voulu.
Mais en fait, il y avait d'autres moyens. Et c'est drôle parce qu'il y a le film de Cédric Clapiche qui s'appelle Encore, qui parle de ça. Dans ce classique, un accident, elle ne peut plus danser, c'est fini. Et du coup, elle n'est pas bien. Et voilà. Et elle va rencontrer le chemin d'une troupe de danse contemporaine. Et là, elle va danser. Elle va redanser. Elle va retrouver sa passion. J'ai de l'émotion à dire ça parce que c'est tellement beau. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des croyances qui nous disent que ben voilà, ma copine, elle n'a pas cherché autre chose. Pour elle, c'était fini, c'était mort. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, elle a réalisé ses rêves. Donc voilà. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que le mot rêve, on a tous une définition du mot rêve. Moi, ça m'a porté, c'est clair. Il y a des gens pour qui le mot rêve, dans la définition, c'est quelque chose qui ne sera pas atteint, que c'est quelque chose qui est au bout mais qu'on n'atteindra pas. Ou pour certaines personnes, ça fait peur. Ou pour certaines personnes, ça ne leur parle pas. Et c'est OK avec ça. C'est pour ça que je dis ça peut être rêve, ça peut être envie puissante, ça peut être objectif, ça peut être but. En fait, à chacun de trouver son mot. Et dans le livre, je dis aussi tout le temps, c'est... Moi, je propose des choses, mais faites-le à votre manière. S'il y a un autre mot, si cet exercice-là, vous le sentez mieux, en changeant quelque chose, allez-y. Vous êtes l'artiste de votre vie, c'est votre vie. Ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit. Vous prenez, ça me va, je prends. Ça me va, mais je change. Ou ça ne me va pas. C'est à vous de décider. Et c'est pareil avec ça, le rêve, l'envie, la passion, le désir. Voilà. Mais je pense que tout le monde a des choses qui vont l'intéresser, quoi. Je pense vraiment, moi, c'est le sens que je donne. C'est une croyance, tout est croyance, mais je ne pense jamais avoir rencontré quelqu'un qui m'a dit il n'y a rien, absolument rien qui ne m'intéresse. En tout cas, quelqu'un qui a essayé de faire un travail sur soi. Parce qu'évidemment, si on se blinde, et pour des raisons sans doute très logiques et très justifiables, de se protéger, parce que les émotions c'est dur, ça nous renvoie à des choses. Mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et parfois, il faut ouvrir, mais un peu la boîte de Pandore. On n'est pas obligé d'aller tout ouvrir. Mais il y a des endroits à ouvrir pour libérer qui on est, vraiment. Et qui ne font pas forcément mal. Et puis, il y a des gens pour nous accompagner. Et puis, il y a des choses, voilà, ça ne sert à rien d'aller remuer dedans si ce n'est pas nécessaire. Mais ma croyance, et voilà, je pense vraiment, et je n'ai jamais rencontré en réalité, pour avoir vraiment été creusée envers les gens qui me disaient, ben non, ça n'existe pas. Et finalement, on s'est mis d'accord chaque fois sur le fait que oui, mais c'est différent. Donc, je pense que oui, ça existe pour tout le monde. Alors, l'une des clés pour se reconnecter à soi-même, ce que tu expliques dans le livre, c'est déjà de se reconnecter à son propre corps. Comment on peut détecter les messages qu'il nous envoie? Parce qu'effectivement, c'est assez drôle, je l'ai vécu moi-même. Parfois, on a une idée et on part dans quelque chose et le corps nous dit non, 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 et on est complètement de contradiction. Alors, c'est très intéressant, il se passe plein de choses dans le corps. Ça va de la petite sensation qu'on ne reconnaît pas toujours. Moi, j'ai eu cette expérience-là, en fait, où je me suis rendu compte après que j'avais senti des choses. Cette petite voix, cette intuition, alors moi j'appelle ça la petite voix, mais il y a d'autres personnes vont sentir une chaleur. Enfin, là encore, à nous à trouver comment ça parle. Et l'idée, c'est de reconnaître en fait cette petite voix, cette intuition le plus rapidement possible dans notre vie et prendre conscience de ça et essayer de la repérer parce qu'elle nous dit ce qui est bon, ce qu'on sent, je l'avais senti, ou je ne suis pas à l'aise avec cette personne, ou avec ce qu'on me dit. Bon, il y a déjà ça à expérimenter, à essayer le plus possible d'aller écouter ça. Ça n'arrive jamais par hasard. Donc, vraiment, ça dit quelque chose. Donc, en tenir compte. Après, il y a aussi, quand on ne l'écoute pas, ça peut se transformer en petit accident. Moi, j'ai eu une période comme ça où je venais de faire tout un spectacle, c'était génial, j'étais épuisée, ça m'a été génial. Et comme ça avait été génial, je me suis dit, allez, je refais, j'enchaîne. Donc, j'avais pris date dans une salle, gérée par une amie et tout, et c'était génial. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds, mais qui ne sortaient de nulle part, parce que je n'ai pas de soucis, qui m'empêchaient de marcher. Enfin, je boitais, quoi. Sauf que dans le spectacle, je change de danse, je saute dans tous les sens, ce n'était pas possible. Et du coup, j'ai fait, bon, c'est dans 2 mois le spectacle, mais je ne sais pas en fait ce que j'ai. On a fait des examens, il n'y avait rien. Du coup, je dis, ok, je ne vais pas le faire. Je connais d'autres amis qui cherchent une salle, donc je les ai mis en contact. Donc, je mettais personne dans la merde. Ma copine, elle avait un super spectacle et mes amis, ils avaient trouvé une salle. Donc, de ce côté-là, c'était réglé. Et quasiment du jour au lendemain, quand j'ai dit, bon, je ne vais pas le faire. J'étais triste parce que c'est mon spectacle, il est beau, j'avais envie de le partager. Quasiment du jour au lendemain, ça s'est arrêté. C'est mon corps qui m'a dit, t'es crevé,
au fond de toi, tu sais que tu es crevé, mais tu y vas quand même. Ben non, en fait, ça ne marche pas. Est-ce que tu penses que le corps peut agir à l'inverse, c'est-à-dire donner des signes de positif? Tu vois, ou par exemple, on se dirait c'est pas pour moi, et le corps nous dit mais si. Bah oui, mais on le sent en fait, cette envie. Évidemment, notre corps, c'est vraiment notre baromètre. Vraiment, il nous parle. L'idée, c'est de se reconnecter le plus à lui. Il y a des gens qui le sentent un tout petit peu, il y a des gens qui ne sentent pas trop, mais il y a des exercices pour ça. Des exercices tout simples. S'habituer à choisir. Et ça, c'est incroyable. C'est un exercice, je l'ai inventé quand j'avais 12 ans, je pense. J'avais compris qu'il fallait apprendre à ressentir ce qu'on veut vraiment. Et du coup, je tournais les pages d'un magazine et chaque fois, je m'habituais entre deux tenues, laquelle je choisis. Entre deux tenues, voilà. On peut s'habituer dans notre vie, on est au resto. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je ne vais pas faire comme l'autre. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger? Je le prends. Bon, après, si c'est des frites et des hamburgers tout le temps, c'est peut-être autre chose qui parle. Mais en fait, vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on sort tous ces vêtements, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de mettre? Avant, je préparais mes tenues pour la télé bien avant. Et en fait, moi, parce que j'organise tout, que j'ai des plannings très chargés, etc. Et en fait, je ne le fais plus, je me mets quelques tenues, voilà. Et je me dis non, parce que je veux vraiment ressentir en fonction de aujourd'hui, l'instinct, dans quelle humeur je suis, l'artiste que je vais interviewer. Et en général, voilà, je me laisse cette... et parfois, c'est même pas ceux que j'avais présélectionnés. Je fais « Ah non, je sais ce que je vais mettre ». Et en fait, c'est vraiment s'habituer à vraiment sur les petits choix du quotidien, revenir à se connecter à soi. Ça, c'est des petites choses concrètes, faciles. Et puis évidemment, elles nous amènent au fur et à mesure à ressentir de nouveau. Et l'idée, c'est que ce ressenti avec lequel on se remet en contact, il arrive sur des choses beaucoup plus importantes pour nous. Mais déjà, faire des petits exercices, là encore, ils sont dans le livre, pour recommencer à s'habituer à... Donc, ça m'est égal ou c'est comme tu veux, c'est fini. Il ne faut plus faire ça. Il faut exprimer. Si, par exemple, on va au cinéma, moi, j'aimerais bien voir ce film-là. Et toi, tu aurais envie de quoi? Ou moi, ce que je fais, je dis, tu veux voir, dis-moi les 3 films que tu veux voir. Moi, je te dis les 3 films que je veux voir. Et puis, on regarde s'il y en a un commun. Et puis, s'il n'y a pas, ok. Mais c'est juste pour pas ça m'est égal au début. Et puis après, voilà, c'est se réhabituer parce que c'est juste pas imposer quelque chose qu'on veut, c'est juste se reconnecter à soi. Voilà, la reconnexion à soi. D'ailleurs, le premier chapitre, c'est se reconnecter à soi. Et c'est ça qui va finalement, parce que toutes les réponses sont en nous, nos envies, elles sont en nous. Et d'ailleurs, c'est drôle si vous cherchez par exemple un boulot, c'est incroyable. Faites ce test si vous ne savez pas trop comment ressentir. Moi, je l'avais vécu à un moment où je cherchais un job et je me suis rendu compte de ça. Je lisais les annonces, les offres d'emploi. Et il y avait des offres d'emploi où vraiment, mais je me sentais lourde, je me sentais pas bien et tout. C'était pas pour moi. Et il y avait des offres d'emploi, je les lisais, je sentais une frénésie, une excitation. Eh bien, faites ça. Tentez ça. C'est plein de petites choses comme ça, on va se réhabituer à ressentir et voilà. Notre corps, il est là et je pense que si on est un être humain, à moins que vous ne soyez pas un être humain, sinon, il y a moyen de se reconnecter à ça. Et aussi, prenez le temps qu'il faut pour revenir à ça, parce qu'il y a des gens, ça fait très longtemps qu'ils ont mis ça de côté et c'est ok, c'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire dès maintenant. Eh bien, faisons-le par des petits exercices au fur et à mesure. Alors justement, ça répond aussi à la question que j'avais après, mais tu vas peut-être pouvoir préciser. Tu expliques aussi dans ton livre que le poids de la société et des apparences, il est énorme, c'est de pire en pire. Et surtout quand on est, j'imagine, les très jeunes générations qui vivent dedans. Comment on fait le tri finalement entre ce qu'on croit vouloir pour nous, mais qu'en fait, qui est notre ego, et ce qui est vraiment un élan du cœur? Ça passe aussi par le corps? Oui, je pense que le corps, on le sent vraiment. Et par rapport là, c'est vraiment le regard des autres aussi. Il y a des tas de gens qui vont faire ou ne pas faire des choses par rapport au regard des autres, qui vont s'empêcher par exemple de faire quelque chose parce que peut-être qu'on pourrait dire que. Donc ça veut dire qu'ils s'empêchent de vivre leur vie, ils n'en ont qu'une, parce que peut-être que des gens qui connaissent à peine ou qui ne connaissent pas vont dire quelque chose, mais on s'en fiche en fait.
Et l'important, c'est d'avoir un entourage. Et évidemment, je parle aussi de l'entourage, c'est-à-dire bien s'entourer des personnes qui sont positives, qui vont nous encourager, etc. Et les gens très négatifs qui nous empêchent, soit on a le choix et on s'en sépare parce que si elles veulent se pourrir la vie, il n'y a pas de souci, elles le font, chacun sa vie, mais elles ne pourriront pas la nôtre. Et quand c'est des gens de notre famille ou des gens on n'a pas le choix, c'est au boulot, etc., c'est mettre les limites. Alors quand on peut parler à la personne, c'est écoute, on n'est pas d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci, mais juste, on n'en parle pas en fait. Il n'y a pas de souci, il y a plein de sujets dont on peut parler. Laisse-moi faire, ou bien j'ai besoin de ton soutien aussi. Et les personnes avec qui on ne peut pas parler de ça, ben voilà, merci, bonjour, au revoir. On est toujours poli, toujours respectueux des gens parce que c'est la vie idéale, c'est on se respecte les uns les autres. On n'est pas obligé d'être copains avec tout le monde, mais la base, c'est de se respecter quand même. Et puis après, voilà, ça s'arrête là. Mais c'est à nous, et c'est le chapitre 6, et c'est un chapitre essentiel, c'est mettre les limites. Parce que finalement, l'impact que les autres vont avoir sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas, sur ce qu'on ressent à cause d'eux, finalement, c'est nous qui leur laissons avoir cet impact. Si nous mettons les limites, clairement, ils ne viendront plus. Et moi, je l'ai vérifié, j'ai vécu. Avant, je ne mettais pas les limites et j'explique le truc en long, en large, en travers dans le livre. Et du jour au lendemain, enfin, c'est pas du jour au lendemain parce que j'ai vraiment réfléchi et reçu le truc, mais quand j'ai compris qu'il fallait que je les mette, j'ai switché dans ma tête. Et du coup, toujours en restant sympa, positive, à aider les gens, etc., il s'est passé quelque chose et il y a une énergie qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne vont plus oser en fait. Parce que c'est clair et net qu'on a peur de perdre ce qu'on a et on se perd soi. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait, mais en fait, la seule chose que j'ai vraiment d'important dans ma vie, c'est moi en fait. Si je ne m'occupe pas de moi, si je ne prends pas soin de moi et si je me laisse me faire massacrer, c'est pas possible un truc pareil. Et donc, l'idée c'est, ok, c'est pas grave si on perd une amitié ou si on perd même une place. J'étais prête même à perdre mon job parce que ça se passait dans le milieu professionnel. Mais non en fait. Et je pense que quand on met des limites clairement, gentiment, positivement, j'explique même comment dire non en disant oui dans le livre, eh bien finalement on va beaucoup plus nous respecter. Et on va beaucoup mieux vivre nous aussi, hein. C'est-à-dire les burn-out, c'est aussi des limites qui n'ont pas été mises. Et je ne suis pas du tout en train de culpabiliser qui que ce soit parce que c'est très difficile. Mais il y a des moyens d'éviter ça. Et faisons-le en fait, puisqu'ils existent ces moyens-là. Alors, tu cites aussi, ce qui est quelque chose qui est très cher à ton cœur, je pense, la créativité comme l'une des clés pour créer la vie de nos rêves et dont les ennemis sont le conformisme ou l'obéissance extrême à l'autorité. Comment cultiver cette créativité qu'on a souvent perdue? En fait, la créativité, tu l'as dit, on l'a perdue parce que, en fait, quand on était petit, on inventait des trucs, on était créatifs, on était des astronautes, des héros, c'est en nous. Donc, en fait, c'est même pas qu'on l'a perdu, c'est que c'est caché en nous. C'est quelque part, il faut aller le rechercher. Et du coup, effectivement, il y a des exercices parce qu'on est sur des autoroutes, quand on n'est pas dans sa créativité, qui sont des fonctionnements un peu de tout le monde, mais on n'est pas dans sa vie du coup. Et aussi, comme c'est des autoroutes toutes tracées, on peut passer à côté de plein de choses qui sont essentielles pour nous ou qui sont pour nous, mais on ne les voit pas parce qu'on est sur notre autoroute toute tracée, hein. En fait, finalement, la créativité, ça va nous permettre aussi de trouver des solutions aux problèmes pour lesquels on n'a toujours pas trouvé de solution, parce qu'on tourne toujours en rond, quoi. Et donc la créativité, c'est un peu ces exercices dont je parlais tout à l'heure, c'est comment développer sa créativité en changeant ses façons de penser. Donc au supermarché, en allant acheter des aliments complètement différents de ceux qu'on prend d'habitude, en associant les aliments complètement différemment, en tentant d'autres choses. Les vêtements qu'on a dans notre armoire, on ressort tout. Et bien celui-là qu'on n'utilisait plus parce qu'il est au fond, hein, en gros, on utilise les 20 mêmes, on les lave, on les remet au-dessus et ça fait une sorte de cycle, quoi. Il y a plein de trucs, nos armoires, elles débordent ou elles débordent pas? Ben oui, la plupart, elles débordent. Et bien, aller rechercher tout ça et remettre une ancienne robe, faire de nouvelles associations, pourquoi pas recoudre un truc, couper une manche, enfin inventer des choses. Et là, cette créativité-là qui a l'air toute anodine dans notre quotidien, etc., ça va nous aider plus tard pour être l'artiste de notre vie et pour trouver des idées pour inventer notre vie. Par exemple, on cherche un boulot, on veut se lancer dans un boulot et disons dans le journalisme. Eh bien,
pourquoi pas, on peut postuler dans une boîte, ok, mais on peut aussi être journaliste freelance et à côté faire des choses par rapport à son boulot. On peut finalement monter sa chaîne YouTube. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et souvent, les gens, ils ont une idée de la chose et c'est possible ou c'est pas possible. Et en fait, non, tu rêves de, je sais pas, travailler dans la mode, ok, mais tu peux être mannequin, tu peux dessiner, tu peux être journaliste mode, tu peux être mannequin grande taille, tu peux être photographe de mode, tu peux, il y a peut-être d'autres métiers qu'on connaît pas, tu peux devenir blogueur, tu peux devenir instagrammeur lié à la mode, enfin, il y a plein de choses en fait. Et même par rapport au statut, tu peux être dans une boîte, tu peux être à moitié dans une boîte, à moitié monter ta boîte. En fait, finalement, la créativité va faire qu'il y a ce qu'on faisait au millénaire précédent, qu'on a appris, et puis aujourd'hui, eh bien, tout peut s'inventer. Et on est l'artiste de sa vie, on est l'entrepreneur de sa vie, on invente notre tableau. Et ça peut être un mix de plein de choses. Et c'est ça, la créativité, ça permet aussi de trouver des idées, des solutions, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui vont faire en sorte qu'on va inventer le monde de demain. Et quand vous regardez les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, ils inventent des modèles. Et c'est formidable parce qu'ils ne sont pas dans des carcans, parce qu'ils suivent leurs envies. Et ça, c'est génial. Et donc voilà, la créativité, ça permet aussi de dire, tiens, ok, on sort de ça, je veux quoi? Ok, mon objectif, mon rêve, c'est ça. Ok, comment je vais inventer des choses pour que ça peut être, on monte un podcast, eh bien, comment on va trouver une façon de monétiser les choses? Hey, peut-être que le frère d'un copain qui a une boîte peut être partenaire, ou peut-être que tu vas monter des events, voilà, moi, je peux faire ça pendant 1000 heures, hein, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire on a un objectif, ok, et ben qu'est-ce qu'on va inventer? Et il faut même faire ça en jeu en fait, c'est génial. Et puis ça ne marche pas comme ça peut marcher différemment. Et quand on est à travailler sa créativité, je peux vous dire que des idées, on en trouve plein. Et c'est hyper précieux. Et ça rend quasiment tout possible. Alors, au début de chaque chapitre, tu mets tout le temps, une citation d'un des artistes que tu as pu interviewer. Et il y en a une qui m'a particulièrement touchée. Tu parles de Pascal Légitimus, qui explique que quand il a démarré, en gros, on lui a dit qu'avec la couleur de sa peau, ça ne le ferait pas. Et comme peut-être plein de gens, enfin différemment de plein de gens, il ne s'est pas dit c'est foutu, il s'est dit ah bon, eh ben je vais lancer mon propre truc. Et en plus, lui, on lui a dit, c'était à des auditions pour aller dans des grandes écoles de théâtre, des conservatoires et ça. En plus, on lui a dit tu es très bon. Ouais, donc c'est encore pire. Mais change de métier. Il n'y a pas de place pour des gens, il n'y a pas de rôle en fait. Et lui, c'est bien parce que ça l'a titillé, ça l'a énervé, il a dit ok. Je vais leur montrer. Mais ce qui est incroyable, je trouve, c'est que la plupart des gens, on nous dit ça. En plus, il y a des postures d'autorité. On dit ah bon, ils ont raison, j'arrête. Mais qu'est-ce qui fait que lui, il s'est dit mais non, en fait, je vais y arriver. C'est dingue ça. Parce qu'il était connecté à vraiment sa passion. Et que quand on est connecté à sa passion profonde, puissante et essentielle, rien ne nous arrête. Et après, les gens, parfois, ils nous disent ça ils disent que c'est pour notre bien, ils le pensent sincèrement. Des parents qui vont nous dire non, ne fais pas ça, ne te lance pas là-dedans, parce que eux, ils ont besoin que vous ayez un CDI ou d'être sûr que vous soyez dans un métier sûr. Alors déjà aujourd'hui, un truc sûr, il y en aura de moins en moins, mais tant mieux, parce que ça va nous pousser d'autant plus ça. De toute façon, puisque c'est pas sûr, autant aller vers ce qu'on aime. Et donc, parfois c'est pour nous, c'est souvent pour nous protéger, ou aussi ça peut être des gens qui ont peur et qui projettent notre peur sur nous. Leur peur sur nous. Ça peut être aussi des gens qui n'ont pas envie que vous fassiez ça, parce que si vous réussissez ça, eux, ils n'auront pas réussi. Et ça peut les gêner aux entournures. Donc il y a aussi ça. En fait, c'est cette phrase, la vie des autres, et l'apostrophe avis des autres, c'est la vie des autres. Et ça leur appartient. C'est leur sac à dos à eux, qui ne nous le mettent pas sur notre dos, parce que ce n'est pas le nôtre. Après, c'est intéressant d'écouter ce que disent les autres. Et parfois, il y a des bons conseils, ou sois prudent. Ok, d'accord. Par exemple, on a un job qui nous paye notre salaire pour vivre et on veut changer. Il y a des gens, ils vont avoir plutôt besoin d'y aller en transition,
super, il y a le statut d'auto-entrepreneur pour tester des choses à côté. Il y a d'autres gens qui ont besoin de se mettre en danger, d'y aller pour vraiment rien. Mais en fait, voilà, à nous de voir ce qui nous va. Voilà. Mais attention, la vie des autres, c'est vraiment des projections. Tout n'est que croyance et projection. Donc, si ça ne nous appartient pas, eh bien, on leur rend, on écoute ce qu'on trouve intéressant, on l'utilise, mais en notre fort intérieur, en notre âme et conscience, au fond de nous, si on a bien choisi son rêve. Parce que si on choisit un truc, genre parce que c'est pour épater la galerie, ou pour faire plaisir à papa, maman, ou parce que dans notre milieu c'est valorisé, bon, si c'est notre truc, c'est super, mais si c'est pas notre truc, ben non quoi. De toute façon, on va souffrir, et puis tout va être dur. Quand on trouve vraiment la chose essentielle pour nous, même on passe par-dessus les difficultés, hein. On trouve des solutions, si c'est pas à gauche, on va à droite. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a tout un travail dans le livre pour choisir trouver le vrai rêve, celui qui nous vraiment nous est essentiel. Et après, je vais me dire un truc étonnant, c'est que si au bout du compte, on n'atteint pas le rêve, c'est pas grave. Parce que ce rêve-là qui nous donne la force, en fait, c'est sur le chemin qu'on vit et qu'on va vivre des choses incroyables et qu'on va grandir et qu'on va rencontrer des gens et qu'on va apprendre. Et voilà. Et finalement, c'est comme dit Lao Tse, le but, c'est le chemin. En fait, le but, c'est un phare à l'horizon. Mais imaginons qu'on atteigne ce but. Bon, on fait la fête, on est content, c'est super, mais il y aura toujours un but derrière, en fait. Enfin, j'imagine, la plupart des humains sont faits comme ça. C'est savoir pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qui nous donne la niaque, et qu'est-ce qui fait on se réveille tout émoustillé, tout content de se lever, quoi. Et pas avec les pieds de plomb. Si on se lève le matin avec des pieds de plomb et pas bien, il faut commencer à se poser des questions. Et c'est pas grave. Parce que merci mon corps de m'indiquer que, ok, là, il y a un truc qu'il va falloir que je change. Avant qu'il frappe plus fort d'une manière physique. Et vraiment, tout est bien, tout est ok. On ne va pas se culpabiliser, on ne va pas se fustiger. Ok, où est-ce qu'on est aujourd'hui à l'instant T? Qu'est-ce que je ressens? Du malaise, etc. Ok, merci mon corps de me le dire, parce que tu es en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je change une petite chose, une moyenne chose, une grande chose. Je vais le faire petit à petit, ou pas, parce qu'il y a des gens pas, ils y vont tout de suite, mais chacun son rythme et ça peut se faire tranquillement et en douceur. Alors, tu dis quelque chose qui est très important, je trouve aussi. Tu évoques une partie de ta vie, mais tu l'évoquais tout à l'heure, où tu as essayé de contenter les autres tout le temps avant de respecter tes propres besoins. Et puis finalement, tu t'es rendu compte que cette quête, en fait, de contenter les autres, finalement, était perdue d'avance parce qu'ils ne seraient jamais contents à 100% tous. Comment est-ce qu'on peut arriver, sans arriver jusque-là, à poser ses propres limites et à se respecter et à être OK avec ça sans toujours devoir faire plaisir aux autres? Bah, toujours, moi c'était clairement, je voulais être aimée, je voulais montrer que je savais faire plein de choses, voilà, mais c'est ça en fait. Et finalement, il y aura toujours des gens qui nous aimeront et il y a toujours des gens qui nous aimeront pas. Et on va arrêter de mettre toute son énergie à essayer de convaincre la terre entière qu'on est des gens super. Ben, on est des gens super pour certaines personnes et on est des gens pas super ou on s'en fout pour d'autres personnes. Et en fait, franchement, détachons-nous de ça parce que sinon on va vraiment passer à côté de notre vie, quoi. C'est vraiment ça. Moi, je pense vraiment que l'idée, moi, qui vraiment est très très forte, moi j'ai vu des gens partir très tôt. Et donc j'ai compris très tôt qu'on n'a qu'une vie et qu'il ne faut pas passer à côté. Vraiment. Moi, c'est un truc... Donc, il y a un moment, je pense qu'il faut se connecter à soi, bien s'entourer et se dire que ce qu'on a à faire par rapport à ce qui est essentiel pour nous, c'est quelque chose qui est là aussi pour faire du bien autour de nous. Je pense que... c'est un peu notre mission de vie. C'est-à-dire que quand on a trouvé notre mission de vie, la chose qui nous fait le plus plaisir et qui nous correspond d'une manière ou d'une autre, ça fera sans doute du bien aux autres, à d'autres en tout cas. Pas tout le monde, mais à d'autres. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, moi je suis là pour faire quelque chose de ma vie et que ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais ça va apporter et se concentrer là-dessus. Le reste, franchement, ce n'est que perte d'énergie. Et vraiment... Je vais le répéter 1000 fois, mais s'entourer des bonnes personnes qui vont nous soutenir et accepter qu'on puisse ne pas nous apprécier.
Il y a des gens que nous n'apprécions pas, ils ne sont pas morts, hein, et ils s'en foutent. C'est vrai. Donc voilà, ok, en fait pour moi l'idée c'est de faire du mieux qu'on peut en son âme et conscience, d'être une belle personne. Quand on sait qu'on fait comme on peut, on est une belle personne, eh ben ça suffit en fait. Parce que à se couper en mille, on se perd. Et finalement, on s'empêche de donner ce qu'on a à donner au monde en fait. Et pour sentir, c'est aussi ta question, c'est comment sentir que c'est juste pour nous et jusqu'où on va. Je pense qu'aussi, si vous êtes en relation avec des gens qui font que vous demander, que vous prendre, ben, il y a quelque chose qui n'est pas bien dans cette relation-là. Mais peut-être c'est à cause de vous, hein, parce que vous refusez de recevoir. Ou bien peut-être que c'est juste quelqu'un qui s'en fout de vous et qui vous utilise. Et bien ça, si vous voulez être juste envers vous-même, il faut dire stop à un moment. Soit en rééquilibrant la relation, alors c'est pas facile parce que vous avez mis une base à cause de vous, voilà, mais c'est pas grave, on va pas se fustiger. Soit en rééquilibrant la relation, soit en arrêtant, s'il y a des gens qui sont des gros profiteurs, qui ne donnent rien, qui s'en foutent des autres, si on veut, on a aussi le choix de dire stop, de dire non. Ne pas s'oublier, c'est-à-dire répondez à vos besoins. Moi, dans la conférence, j'ai une conférence qui s'appelle « La magie de croire en ses rêves » et je parle du fait de prendre soin de soi et de dire en fait que si on ne prend pas soin de soi, on n'est pas bien avec soi et on va vers l'autre en voulant que lui nous remplisse parce qu'on n'a pas réussi à nous remplir. C'est très juste. Sauf que lui ou elle ne sait pas profondément ce dont on a besoin parce qu'on n'est pas des télépathes. Et que donc on va demander à l'autre de nous remplir d'un truc qu'il ne sait pas et inversement. Et que du coup, en fait, c'est des relations biaisées qui ne peuvent pas tenir sur la longueur. Donc l'idée, c'est de se remplir soi et d'arriver à l'autre rempli. Et du coup, c'est deux personnes qui sont remplies et qui vont partager. Et c'est que du plus. Et la relation, elle est saine et elle est belle. Et donc j'invente dans ma conférence cette notion qui est l'égogénie. Égo, c'est la gentillesse. Génie, pardon, c'est la gentillesse. Égo, c'est soi. C'est la gentillesse envers soi-même, l'égogénie. Et donc, il faut avoir un comportement égogénique, c'est-à-dire prendre soin de soi. Parce que quand on a bien pris soin de soi, alors on est bien avec les autres et pour les bonnes raisons. Et pour toutes les femmes, les mamans aussi, qui s'empêchent de prendre soin d'elles parce qu'elles culpabilisent, on a les enfants, eh bien, en ne prenant pas soin de vous, vous montrez à vos enfants qu'il ne faut pas prendre soin de soi. C'est vrai. Et c'est terrible comme leçon, parce que ça fera des gens qui ne prendront pas soin d'eux et qui ne seront pas forcément bien, etc. Donc prenez soin de vous, ça veut dire pas devenir super égoïste. Égoïste, c'est ne penser qu'à soi et rien à avoir à faire des autres et de leurs intérêts. Non, l'égogénie, c'est être bien à soi pour être bien avec les autres. Eh bien, en disant, voilà, moi je me prends, mais mon après-midi par semaine pour m'occuper de moi, eh bien, c'est aussi dire aux enfants et à l'entourage, eh bien, tu as le droit d'avoir un moment pour toi dans ta semaine parce que c'est ta vie. Comment tu as fait, puisque tu es passé sur ce chemin, pour au moment où tu t'es dit, maintenant il faut que je me respecte mes propres besoins, pour ne pas culpabiliser? Parce que quand souvent on a été au service des autres, quand on commence à ne plus l'être, on culpabilise. Alors quand j'ai pris conscience de ça, du coup j'ai pas culpabilisé parce que j'ai compris qu'en fait je me divisais en 1000 pour les autres et que je n'avais pas de place. Et que ça marche pas parce que du coup c'est biaisé comme relation. Et aussi, j'ai compris qu'il n'y a que moi qui peux m'occuper bien de moi, puisqu'il n'y a que moi qui sais fondamentalement quels sont mes besoins essentiels. Et du coup, j'ai pas culpabilisé. J'ai mis du temps à m'occuper de moi, à l'accepter, parce que je pense que ça a correspondu au moment où j'ai accepté qu'on ne pouvait pas m'aimer potentiellement et qu'on pouvait m'aimer, et que finalement, lâche ça. Lâche ça parce que tu perds du temps précieux de ta vie en fait. Et donc, il me semble que voilà, c'est quelque chose qui est venu et j'ai senti aussi que ça me faisait du bien, que j'étais plus heureuse et que du coup ça faisait du bien aux autres puisque j'étais mieux avec les autres. Et oui, dans quelque chose de plus sain et de plus serein et moins demandant en filigrane. Parce que je donnais, mais finalement, j'attendais un merci, j'attendais une reconnaissance, et on ne vous la donne pas toujours. Donc non, j'appelle ça un peu, c'est une image un peu dure, mais elle est volontairement dure.
J'étais un petit peu le chien-chien qui attendait son petit sucre. C'est horrible. Ouais. Et que finalement, être en référencement intérieur, on sait quand on a bien fait les choses. On sait quand on n'a pas suffisamment bossé ou quand on n'a donné que la moitié. Donc finalement, l'idée, c'est d'être content de ce qu'on a fait, sans en tirer une gloire et se la péter. Juste, on a le droit de dire « Waouh, je suis contente de ce que j'ai réussi à faire, c'est cool ». Ça ne veut pas dire qu'on réussira tout dans notre vie, mais quand on a réussi quelque chose de bien, on le dit aux autres, pourquoi on ne le dirait pas à nous-mêmes? Déjà ça, reconnaître ça. Et puis après se dire, et quand on l'a bien moins fait, ok, on ne va pas se fustiger non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Si je ne l'ai pas bien fait, peut-être que je n'ai pas envie de le faire. Si je n'ai pas envie de le faire, pourquoi je me suis mise là-dedans? Est-ce que je veux vraiment le faire? Ah bah peut-être pas. Ok, on va réaligner. Alors parfois on s'est engagé, donc il faut s'organiser. Voilà. Et puis bah, j'ai peut-être pas suffisamment préparé. Il me manquait peut-être des compétences, des connaissances, de l'expérience. Enfin voilà, c'est finalement petit à petit avancer, mais être cool avec soi aussi. Vraiment, c'est important. Et on a le droit. Hein. On donne aux autres tous les droits et à nous rien. C'est pas juste. Non, non. C'est un peu la société judéo-chrétienne. Hein. On a appris ça. Ouais. On a appris, mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris peut être désappris et reformaté différemment sur des façons qui nous correspondent. Quelqu'un d'heureux, vous le voyez. Et quelqu'un d'heureux, finalement, il a envie que les autres le soient. Donc c'est pour ça que je milite et je me bats positivement pour que chacun prenne conscience de ce qui est essentiel pour elle et pour lui et le mettre petit à petit en place. Mais ça peut être à côté de son job, hein, ça ne doit pas être son job, ça peut être... C'est même pas forcément un boulot, une activité, peu importe en fait. Hein, c'est peut-être juste faire de la méditation, peu importe. Et je me bats pour que chacun trouve ça en soi, l'exprime et finalement se sente bien aligné, heureux. Parce que si tout le monde est comme ça, il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus de gens aigris, il n'y aura plus de méchanceté, de jalousie, de coups bas. Parce que quand on est heureux, on veut que les autres le soient aussi. Donc c'est utopiste, mais moi je vois des gens se transformer et du coup avoir des belles vibes et vouloir le bien aux autres, c'est magnifique. Alors, tu donnes un exemple aussi qui m'a surprise dans ton livre, quand tu expliques qu'il ne faut jamais lâcher son objectif. Tu donnes l'exemple de l'histoire de James Dyson, oui. qui a inventé ce fameux aspirateur et puis maintenant plein de choses. Et alors, je ne me rappelle plus, je n'ai pas noté le nombre de fois, mais je crois qu'il a fait 1900 prototypes. Oui, j'ai plus le chiffre, il y a énormément de prototypes. Ouais. Pour y arriver. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, alors déjà, effectivement, il ne faut rien lâcher, mais à quel moment, finalement, on se dit... mais il faut peut-être que je fasse autrement parce que si j'en ai fait 15 000 et que j'y arrive toujours pas, je trouve que c'est pas facile. Alors, il faut rien lâcher. Alors, il y a juste la petite chose qui fait que parfois on se rend compte que finalement c'était pas tant ça notre rêve. Donc à ce moment-là, on peut lâcher. Mais si c'est essentiel pour nous et qu'on en est toujours convaincu, l'idée c'est de pas lâcher, mais de pas se rendre malade. Ça veut dire qu'un objectif, moi pour l'avoir vécu, j'ai parfois bossé comme une tarée, je me suis épuisée pour un truc. Franchement, ça aurait mis 3 mois ou 6 mois de plus. J'aurais vécu bien sur ce temps-là et pas en me stressant. Et donc, j'aurais mieux vécu. Alors, je suis très contente de ce qui s'est passé, mais j'aurais vécu plus en douceur tout ça. Donc déjà, laisser le temps au temps, ne pas vouloir se faire du mal parce que c'est ça, c'est qu'on ne vivra jamais qu'ici et maintenant. Donc c'est ici et maintenant qu'il faut se faire du bien, être heureux, prendre le temps avec ceux qu'on aime, etc. Donc vraiment, on peut un peu stretcher le temps pour atteindre son rêve, pour de la qualité de vie et pour passer du temps avec les gens qui sont importants pour nous, ça faut vraiment pas l'oublier. Donc voilà, donc ne pas lâcher. Oui, tu l'as dit, en fait si ça marche pas d'une certaine manière, ça sert à rien de faire 1000 fois de la même manière. C'est Einstein qui dit qu'il faut être fou pour penser qu'en faisant toujours de la même manière, on peut avoir des résultats différents. Non, effectivement, il faut tenter à gauche, il faut tenter à droite, il faut tenter d'autres manières. C'est qu'on n'a pas compris quelque chose. C'est comment font ceux qui ont réussi? Voir. Après, il y en a, ils font en faisant les choses de manière peut-être pas avec nos valeurs, donc pas prendre les choses qui ne nous vont pas. Mais voir comment chacun réussit. Et puis après, il y a aussi, imaginons quelqu'un qui veut absolument être comédien ou comédienne et il n'arrive pas à passer les castings, les machins, tu peux monter ton projet aussi. En fait,
c'est les autres manières. C'est aussi comme quand on disait voir différemment les choses, inventer. Tu veux faire de la cuisine et de cuisinier, bah tu peux, pourquoi pas faire de la cuisine chez toi. Et j'ai vu, il y a une appli où on va chez les gens, ils ont cuisiné et on va goûter leurs plats. Pourquoi pas comme ça? Et en fait, il faut pas juste se figer sur un objectif tel qu'on l'a imaginé pile poil. C'est-à-dire, on a notre objectif, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Et peut-être qu'on n'y arrive pas comme ça parce que on n'a qu'un point et l'objectif, en fait, c'est une grande ligne, en fait. Et on est juste sur un point et on ne voit pas toutes les mille et une possibilités de décliner cet objectif. Donc, c'est ça. Et du coup, on ne va pas dire « il faut », mais juste, voilà, j'ai envie d'aller vers ça. C'est essentiel pour moi. Mais peut-être que grâce à ma créativité, peut-être que Et c'est ça aussi, c'est parfois les signes de la vie arrivent et on nous propose des choses, mais on ne les voit pas parce qu'on n'avait qu'une seule idée. On a des œillères. Il y a d'autres choses qui sont là et qui nous disent « mais viens, tu peux le faire comme ça », mais on ne les voit pas. Donc c'est aussi s'ouvrir à « tiens, peut-être que je peux faire les choses différemment ». Oui, c'est quelque chose d'essentiel pour moi, ok, mais ouvre le champ et trouve comment le faire différemment et en passant par d'autres chemins. Et aussi arrêter d'attendre que ça vienne des autres en fait. Ça, c'est sûr que ça doit venir de nous, hein. C'est nous qui allons chercher, Et puis après, il peut y avoir des super propositions, etc. Mais moi, je connais des comédiens qui attendent derrière leur téléphone. Il y en a qui vont attendre longtemps, quoi. Donc voilà. Et si on veut vraiment jouer, créons nos rôles. Créons nos projets. Trouvons un copain, une copine, ou même sur Internet des gens qui ont le même projet que nous. Voilà. Proposons, allons dans je sais pas, parfois il y a des rendez-vous d'entrepreneurs qui se rencontrent et qui peuvent peut-être se parler, faire des choses ensemble. Voilà, mais tous les jours, l'idée c'est vraiment un exercice du livre que je donnais à mes coachés quand je faisais du coaching one-to-one. Là, j'ai plus le temps, mais c'était une action par jour en direction de ton rêve, de ton objectif, de ton envie. Et si tu fais une action par jour, petite si tu n'as pas le temps, ça peut être faire une liste de tout ce que tu pourrais faire, ou grande si tu as plus de temps, ça peut être prendre un rendez-vous avec justement quelqu'un qui a réussi ce que tu veux faire et qui pourrait te donner des conseils, ou bien monter un projet, enfin un dossier pour le projet, etc. Eh bien voilà, si tu as ce temps-là, tu le fais, mais tous les jours tu fais un pas vers ton objectif. Au bout d'un mois, tu as fait 31 pas. C'est impossible de ne pas avoir avancé en fait. Et du coup, tu es là, waouh, j'ai déjà fait tout ça en un mois. Et du coup, ça te motive, c'est sûr. Voilà. Et ma dernière question, tu finis ton livre par l'amour et tu dis que l'amour, c'est le socle de toutes nos actions. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples justement de comment toi, tu as été porté par l'amour et comment on peut inclure l'amour dans nos actions? En fait, l'amour avec un grand A, c'est vraiment l'amour de l'autre en fait. Et que finalement, si je pense aux plus beaux moments de ma vie, ça a été chaque fois des moments de partage, d'humain à humain. Donc l'autre est là. Et que quand on trouve sa mission de vie, moi ça m'est tombé dessus, franchement je ne l'ai pas choisi, mais j'ai de la chance, c'est un truc que j'adore, c'est de dire aux autres c'est possible, allez-y, on n'a qu'une vie, vous pouvez changer ça, moi je l'ai fait, et des tas de gens l'ont fait, et donc c'est possible, ça mettra le temps que ça mettra, etc. Et en fait c'est cet altruisme-là, cet amour de l'autre, de dire moi, je suis tellement heureuse, j'ai mes hauts et mes bas, etc. Mais franchement, je suis heureuse de tout ça. Et j'ai encore plein d'envie. Et je suis petite par rapport à tout ce que je veux apprendre et compagnie, comprendre. Enfin voilà, on est tous des êtres humains, on sera toujours en chemin jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais finalement, quand on est en gratitude de tout ce qu'on vit, on a beaucoup d'amour en nous. Et que finalement le donner à l'autre, le partager, mais ça peut être tout simplement, moi je parle avec les gens dans les ascenseurs, dans le métro, etc. C'est juste l'autre en fait. C'est reconnaître l'humain qui est en face de nous et qui a un cœur, qui a des rêves, qui a vécu des choses dures, comme nous. Et reconnaître finalement, se reconnaître en l'autre et se connecter à l'autre. Alors, il y a des gens avec qui ça ne matchera pas, mais c'est pas grave, mais il y a toujours des gens avec qui ça match et c'est tellement beau. Et quand on a trouvé son chemin de vie et son rêve, etc., on est rempli de quelque chose. Et je dis, devenez fournisseur d'amour officiel, FAO.
eh bien donnez ça à l'autre. Et vous verrez que quand on donne ça, l'autre, ça lui fait tellement de bien que nous, ça nous fait encore plus de bien. Et c'est juste hyper vertueux. C'est très beau. Et c'est pas un truc de béni oui oui, machin, bisounours. C'est juste un truc d'énergie. Et c'est magnifique en fait. Donner et faire du bien à l'autre, ça nous fait du bien à nous en fait. C'est incroyable et c'est magnifique. Et ce que j'adore d'ailleurs avec ce livre-là, c'est, j'ai pas dit à la fin du livre, offrez ce livre, faites-le circuler, gna 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 gna. Et les gens le font. Parce qu'il y a de l'amour dans ce livre, parce qu'il fait du bien. Et que du coup, comme les gens en le lisant, je pense, se sont connectés à cette chose d'amour-là, ils ont envie de le partager. C'est un cadeau d'amour. Mais quel est moi je voulais faire un cadeau aux gens. Quel est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire que de me dire ce livre est un cadeau d'amour. Chaque fois que j'en parle, ça me touche énormément. Voilà. Et ben moi j'ai mis plein d'amour dans ce livre-là. Et je suis touchée, mais voilà. Et ben c'est mon cadeau d'amour à moi, à qui a envie de le lire, et personne n'est obligé, mais voilà, je le donne parce que ça marche, parce que ça change des choses. Et que ce soit un cadeau d'amour des gens qui le lisent à d'autres gens qu'ils aiment, ben voilà, merci. Vraiment. Merci à toi, Isabelle. Merci infiniment.